Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. Nous avons réalisé un brainstorming autour de l'autonomie et on s'est rendu compte que C'est un sujet qui est très grand, qui voilà. est vaste, qui a beaucoup de domaines. Et on s'est un peu posé des questions, les différents points qui nous sont importants, qu'on avait peut-être pensé dès le départ, et puis les points qui se sont avérés plus importants ou plus gros, dans le sens plus d'heures de travail, plus de financement, etc. etc. Et en faisant tout ce brainstorming, on s'est rendu compte qu'il y a encore des choses à faire. Oui, et surtout qu'il y a des choses qui ont fait qu'on a dû des fois complètement changer de plan ou s'adapter par rapport aux difficultés ou aux défis qu'on a rencontrés. Donc lorsqu'on est arrivé sur ce terrain, d'ailleurs ça fait 4 ans aujourd'hui, la première fois où on est arrivé propriétaire de ce terrain, ça fait 4 ans qu'on est propriétaire, on s'est rapidement dit que les choses les plus importantes qu'il faut penser au départ, c'est où est-ce qu'on va vivre, donc dans quelle maison on va vivre, est-ce qu'il va y avoir des étapes, est-ce qu'on va arriver directement dans une maison finie, donc vous connaissez notre histoire, ça s'est fait par étapes. Ensuite, l'eau, l'électricité, dispatcher l'eau et l'électricité sur le terrain, donc le travail d'irrigation et la préparation du jardin, c'est-à-dire la base de l'autonomie alimentaire la plus facile à acquérir rapidement parce que concentrée sur un endroit. Et c'est ça qui a été fait durant la première et la deuxième année. En grande partie, l'investissement a été surtout mis sur ces points-là. Alors, dans chacun de ces choses, on s'est rendu compte que rien n'a été facile pour installer l'eau, pour l'électricité. Il y a eu des défis à tous les niveaux. Il y a eu des pannes à réparer, des extensions à faire, comme les déplacements de panneaux solaires. Ce n'était pas prévu dès le départ. Il a fallu retirer des câbles. Parfois, il a fallu en couper les rapons. Donc, un câble électrique, c'est pas comme de l'eau. On ne coupe pas, on met un machin. Ça. Il faut imaginer tout ça également avec les sécurités qui sont nécessaires, etc. Et puis, après qu'on ait posé ça, on avait déjà fait un pas en avant assez énorme. Ça a pris quand même deux saisons. Il faut exclure là-dedans l'été, parce qu'il fait trop chaud pour faire ce genre de travail. Et puis, le premier hiver, on avait déjà fait les chemins et planté énormément d'arbres. Donc, le premier été, ça a été l'apprentissage de l'irrigation et du temps que ça prend, de l'investissement que ça prend lorsque l'été, j'ai pris quand même une claque. Le premier été, je ne me suis pas rendu compte du travail. Enfin, je me suis rendu compte, mais je n'ai pas imaginé la pénibilité du travail. On a amélioré ça la deuxième année, acheté plus de jets pour irriguer, etc. Oui. Ensuite, le jardin, donc le défi du jardin, c'était la terre, la pauvreté de la terre qu'on s'est rendu compte. C'était carrément justement un désert. Quand on est arrivé dans un sol, il n'y a pas de matière organique. C'était labouré, brûlé par le soleil, lavé par la pluie. On a évidemment eu la possibilité de faire passablement de broyage de branches, puisqu'on a eu de l'élagage, on a eu beaucoup de défrichage. Parce que le second, on peut dire qu'en même temps que le jardin se développe, etc., les hivers qu'on suivit, ça a été de terminer le défrichage et la mise en place du terrain comme on l'avait imaginé, avec les chemins, avec enlever certaines parties de broussailles pour pouvoir maîtriser, à cause des incendies, pouvoir planter plus d'arbres. Il a fallu quand même défricher, réduire certaines zones de la propriété pour pouvoir continuer en fait d'installer des arbres et puis pas être envahi par comment on dit ça en portugais on dit le matou la broussaille. Pas être envahi par la broussaille. Il faut savoir qu'on la laisse vivre dans certains endroits, mais que dans certains autres, on doit la laisser jusqu'à un certain point et la maîtriser. Et c'est pas n'importe quoi. On peut pas tout laisser aller ici. C'est beaucoup trop dangereux dans la période estivale. Donc, dans l'autonomie, évidemment, alimentaire, mis à part les jardins, puisqu'on en a 2 principaux, toutes les autres parcelles
la dernière mise en place a été quand même Noël l'année passée, quand on a fait la dernière immense Wales là en dessous de la maison. Donc maintenant, plus ou moins, on sait où on va pouvoir. On a des parcelles où on peut planter en fait des céréales, des légumineuses, du lin, etc. Donc ces différentes parcelles, il y en a encore d'autres que j'aimerais mettre en place. Mais cette année, on a commencé avec le pois chiche. Mais c'est compliqué parce que le sol, il est vraiment, à certains endroits, complètement mis à nu pendant tellement de décennies qu'il n'y a rien. Et même l'herbe ne veut pas pousser dessus. Très, très pauvre. Et puis, d'autres endroits où il y a vraiment de la caillasse, quoi. C'est beaucoup de cailloux dessous où on ne peut pas non plus planter quelque chose. Non, quoi. Même les arbres ne veulent pas partir. Sur les 3 hectares, on s'est rendu compte qu'il y a certaines limites par rapport aux surfaces cultivables qu'on a pu installer ou qu'on peut exploiter. Voilà. Après, les surfaces sauvages, elles ont d'autres charmes. Et puis, elles ont aussi une idée de biodiversité, de maintenir la croissance des arbres. On en parlera d'ailleurs de ces chênes verts qu'on voit un peu partout derrière, qui sont des arbres extraordinaires. Donc, ils ont aussi une autre utilité dans l'autonomie, mais c'est maintenant, il faut un petit peu pas les manager parce qu'elles sont plus sauvages, mais disons qu'il faut favoriser la croissance de certains arbres sur ces zones. Et donc, il a fallu bien adapter certaines manières de faire. C'est d'implanter peut-être des choses qui aiment pousser dans de la terre plus pauvre ou plus caillouteux, comme les cactus, etc. C'est de planter aussi des plantes qui sont adaptées à ces zones-là. Et qui nécessitent surtout 0 arrosage. 0. Je ne vais pas m'occuper de ces zones. Donc ça s'appelle sauvage dans le sens, on va dire semi-sauvage, parce que si j'implante un chêne vert, ça part d'un gland, c'est évident qu'il va se débrouiller tout seul. Je vais mettre beaucoup et il va se débrouiller. C'est pas possible. Je n'arrive pas à quand même me dupliquer pour m'occuper de tout ça. C'est aussi... Parce que souvent, on m'a posé la question, pourquoi on ne fait pas de jardin-forêt? Pourquoi on fait un jardin-forêt, mais il est juste pas concentré dans un seul endroit parce que nos parcelles, elles ont trop d'importance pour faire certaines cultures. Donc, les jardins-forêts sont plutôt en lisière, un peu comme des bocages, c'est ce qu'on cherche à faire, des lisières d'arbres au bord des chemins qui amènent pour pouvoir s'en occuper, pour pouvoir les irriguer, et entre deux, pour ramener une certaine fertilité aux parcelles qui sont entre les lignes d'arbres. Et toute cette stratégie, elle ne se voit pas encore, parce que nos arbres, ils sont petits, ils ne sont encore pas tous plantés. Non. Ils ne sont encore pas tous plantés, ce qu'on ne peut pas, à certains endroits, c'est encore pas... On ne peut pas, quoi, je veux dire, c'est pas prêt pour le faire. Et donc, le jardin-forêt, on va dire, il sera le long des chemins. C'est des questions que, voilà, si on aimerait qu'un arbre produise une certaine quantité de fruits ou des fruits assez beaux pour s'en occuper, on a besoin d'être proche des irrigations. Ils vont avoir toujours moins besoin d'eau, moins besoin de notre aide, mais ils en auront toujours besoin. Sauf ceux qui se poussent seuls et qui sont là depuis longtemps, ou ceux qu'on va faire pousser à partir de graines et qu'on va laisser se débrouiller. Ou ceux qu'on a greffés aussi, dans les zones sauvages. On a profité de greffer aussi. Exact. Et ça, on va encore en implémenter d'autres. On veut mettre plus de pépins, etc. Mais c'était toute une question d'énergie et de temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Non. C'est une construction qu'on fait de cette autonomie, tout gentiment. Et je pense... on va devoir adapter encore beaucoup de choses. Ouais, on a eu des réussites, on a eu des échecs. La première année de blé, c'était une catastrophe. Je n'ai même pas retrouvé les semences que j'avais mis dans le sol. Presque. L'année passée, c'était mieux. Cette année, il y a à nouveau des challenges. On a eu beaucoup d'eau, les parcelles inondées. Bref, on apprend aussi dans ce processus à s'occuper d'autres cultures que le jardin, la salade, des choses qu'on connaissait plus, qu'il faut adapter en fonction du climat, de la fertilité. Mais ces cultures, les cultures d'été, les cultures d'hiver, c'est des choses maintenant qu'on doit développer dans cette autonomie, comme on parlait de ça. Les cultures protéiniques, donc le pois chiche, la lentille, les légumineuses, qu'est-ce qu'on disait encore, et puis surtout le fourrage pour les poules, donc le mil, tout ça c'est des choses qu'on met en place maintenant et on est en plein dans ces apprentissages. Et surtout, toujours la même chose, le temps, quand on doit mettre les choses en place, il faut tout faire en même temps. Et donc, on doit être
plus efficace encore dans certains processus pour mettre ça en place. Oui, et des fois, par rapport aux surfaces cultivables qu'on a, on est limité, hein, ça c'est sûr, par rapport aux cultures de céréales ou des choses pour les poules. Je veux dire, soit on fait pousser du blé pour nous, soit on le fait pousser pour les poules, on doit choisir. Ça c'est clair. C'est pour ça que je reste convaincu que le blé, c'est pour nous. Et, on va essayer de leur faire pousser plus de mil, qui est nettement moins bon à manger en pain. Et ça, l'été, j'ai quand même plus de surface pour faire pousser du mil. Après, ça ne remplace pas tout pour les poules, mais ça va faire déjà une bonne base de leur alimentation. Il y a d'autres choses, il y a le lin, il y a beaucoup de cultures diverses qu'on peut mettre en place. Nous nous sommes rendus compte aussi que si on a des grandes surfaces, c'est quand même 3 hectares qu'on a ici. Pour s'occuper de ces 3 hectares, il faut certains outils pour maintenir. Donc, on a dû aussi investir pour l'achat d'un tracteur, des débroussailleuses, des tronçonneuses, etc. Donc, c'est tous ces outillages qui sont indispensables. Certains outils, on les a ramenés avec, on les avait déjà. Oui. Certains, on a dû les acheter. Ils sont, à mon avis, indispensables parce que s'occuper de tenir la broussaille et de gérer, en fait, rien que les bordures autour des barrières, etc., c'est pas possible de faire ça sans mécanisation. C'est infaisable. C'est-à-dire qu'il faudrait plus de personnes pour travailler, et c'est toujours la même chose. Oui, on n'est que deux. On n'est que deux, donc il faut savoir aussi où c'est qu'il y a les limites. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On essaye aussi de faire beaucoup de choses. Moi, j'essaye aussi, toi aussi d'ailleurs, mais de faire beaucoup de choses avec nos mains et nos pieds. La brouette, elle fonctionne beaucoup en haut, en bas, mais à un moment donné, voilà, j'ai une tonne de bois à monter sur 27 mètres de dénivelé. Je ne peux pas le faire à la main pour finir tout le bois de chauffage à faire pour l'année. Et une fois j'abats un arbre qui est dans une forêt, il faut bien que je le ramène là. On peut toujours, un jour, et éventuellement, on parlait surtout de ça, mettre plus en place d'animaux, avoir des animaux dans l'autonomie. Évidemment, c'est important. Ouais. Notre objectif, c'est les poules, les canards, les poulets, comment on appelle, les dindons qu'on aimerait installer. Elle adorerait avoir une chèvre. C'est toujours, tout ce qu'on rajoute, c'est du temps de travail, de l'attention, parce que les bêtes, il faut s'en occuper, il faut les aimer, il n'y a pas le choix, il faut faire avec. Et surtout, il faut leur trouver la nourriture. Et un espace où ils font vivre. Où ils vivent, exact. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est encore pas tout résolu. On va y arriver. Et on va y arriver, une chose après l'autre. On a encore quelques années devant nous. On a encore du temps. Voilà. C'est bon. Cette année, est-ce qu'on se réjouit, ce qu'on espère, on a bon espoir, c'est de vraiment avoir un tout petit peu plus de fruits, que nos arbres qui se développent bien, qui sont jolis, qui, j'espère, vont avoir un peu de soleil ce printemps au moment où ils fleurissent, vont se faire polliniser et qui porteront des fruits. Exact. Ça, j'aimerais vraiment... je me réjouis en tout cas de... C'est la plus longue attente depuis qu'on est là, c'est les fruits. Alors, on a été gâtés avec les agrumes, il y en a beaucoup chez les voisins, partout, donc on n'a pas manqué de fruits, mais on a beaucoup de variétés qui attendent que de produire quelque chose. Combien tu avais compté? Plus de 50, 60 variétés de fruits? Oui, une cinquantaine de variétés de fruits, c'est, en tout cas par là autour. Avec les petits fruits et tout. Donc, imaginez sur le courant, ça veut dire 12 mois par année avoir du fruit. Ouais. Et ça, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Donc, voilà, cette année, on devrait franchir ce pas et vraiment avoir un point. On te croise les doigts pour avoir des belles récoltes. Exact. Puis ensuite... coupe. Quand tout ça va produire vraiment à plein, donc après il faut récolter, ça c'est aussi le grand travail. Voilà, grand apprentissage aussi. Oui, et après il faut transformer, il faut conserver, il faut stocker, et c'est là le grand défi par rapport au stockage. Le premier défi, ça a été déjà la récolte. Le blé, ça a été quelque chose d'incroyable. On ne s'attendait pas non plus à ce travail, à cette complexité. Ça a l'air tout simple quand ça sort de la moissonneuse-batteuse. Mais après, il y aura d'autres choses. Cette année, on s'est posé la question, et si les pois chiches donnent, comment on va faire? C'est plus fragile, on ne peut pas les battre. Enfin bref, on faudra se poser des questions. Une fois que toutes ces récoltes sont faites,
On a déjà le problème des parasites qui s'occupent déjà pendant la récolte, de ceux qui s'occupent après la récolte, par exemple la bruche, qui sont pratiquement dans tout ici. Donc on doit pratiquement tout passer au congélateur pour être sûr qu'on n'ait pas des naissances de bruches sur dans tous nos grains, que ce soit maïs, que ce soit légumineuse, blé, etc. Tout doit passer au congélateur. Donc il faut un certain temps. Ensuite, il faut les stocker à l'abri de l'humidité, à l'abri des rongeurs. Oui. Comme tu disais... les fruits, par exemple, typiquement, l'année passée, quand on avait récolté les pastèques, je me suis retrouvée avec 30 pastèques déposées par terre à l'intérieur de la maison, parce qu'il ne faut pas non plus les laisser trop au chaud, etc. Donc ça, c'est encore des défis qu'on doit résoudre maintenant. La pastèque, les poules auraient résolu le défi rapidement. Ouais, si voilà, eux, ils adorent. Mais ils adorent. Qu'à couper en deux. Moi aussi, j'adore. Voilà, il n'y a qu'à les couper en deux et les donner aux poules, elles adorent ça. Mais voilà, oui, il y a les récoltes fraîches à conserver, ça c'est clair. Celles qu'on aimerait, par exemple une pomme, etc. Ouais. Donc tout ça, il faut mettre en place. Et le stockage, alors le stockage, c'était déjà là où on a l'atelier, qui est d'ailleurs indispensable. On voit encore cette année tout ce qu'on bricole tout le temps autour de l'atelier, avoir un endroit où on peut mettre au point certains projets. Sans l'atelier, c'est très, très compliqué. Dans cette autonomie, c'est nécessaire d'avoir ça. Et le stockage à côté, il va être, à un moment donné, c'est limité. Ouais. Pour l'instant, ça va, mais on va vite voir qu'il y aura des limites à tout ça. On a déjà des idées. On a déjà des idées. C'est en route. C'est en route. C'est encore un projet. Et puis un point hautement important, c'est les Américains qui font beaucoup de vidéos aussi sur ce qu'ils appellent le homesteading. En fait, on fait ce qu'on fait. C'est le burn-out du homesteader, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même attention. Toutes ces occupations sont chronophages. Il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Oui. Prendre chaque jour conscience qu'on a de la chance d'être dans cet environnement, ne pas oublier pourquoi on est venu là, garder les pieds sur terre. On ne peut pas sauter de 10 mètres en 10 mètres dans les projets. Il en faut faire un à la fois. Si on essaye d'avoir les mains dans 10 choses différentes, c'est très, très compliqué à gérer. Le temps, les efforts physiquement, malheureusement, on n'a plus 20 ans. On n'a plus 20 ans. Il faut garder la forme. Donc ça, c'est le temps. On a besoin d'avoir vraiment une bonne gestion pour pas s'épuiser, ça c'est sûr. Et je pense notre voisine là, c'est vraiment un exemple où on peut beaucoup apprendre d'elle par rapport à ça, parce qu'elle nous dit toujours « Calme, comme calme, Christophe !» Le travail, il ne part pas, il sera toujours là. Donc, on n'a que 2 mains et on va gentiment, on va faire une chose après l'autre. Si on n'a pas fait quelque chose, il ne faut pas se rendre malade à cause de ça. Non, donc, non, vraiment, il faut pas. C'est de prendre, surtout, je pense que l'important, c'est de prendre plaisir à faire. C'est ça, et prendre son mal en patience quand le temps, comme cette année, janvier et décembre, c'était incroyable. Moi qui veux faire du bois, mais c'était pas possible de mettre un nez dehors. C'était noir, tout était mouillé, c'était terrible de faire le boulot. Vous avez eu au nord de l'Europe passablement de mauvais temps il n'y a pas longtemps, mais nous on a eu ça aussi. Un mois durant avant et maintenant 2 mois et demi, on est mi-février et le soleil est là, il est chaud. Le printemps est là. Et le printemps est là, donc faire de la forêt maintenant c'est bien joli, mais il y a un moment pour tout. Maintenant on transpire. Maintenant on transpire tout dès qu'on fait quelque chose. Donc il faut aussi savoir profiter des saisons, faire ce qu'il faut durant les saisons. Faire un bon planning des choses aussi, aller aux priorités, c'est ça aussi, et voilà, prendre du plaisir. Surtout, prendre du plaisir et savoir la chance que l'on a. La grande chance que l'on a. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on a gentiment fait le tour de tout ça. Comme on a dit, je veux dire, il y a toujours des changements où on doit faire face, on doit s'adapter, etc. Ça, c'est évident. Tout ce chemin vers l'autonomie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme tu disais. C'est pas de moi. Non, c'est pas de toi. Mais tu me l'as juste dit avant. Alors, je te cite. Et l'important, c'est vraiment de prendre plaisir et de ne pas oublier pourquoi on est venu là, pourquoi... Et de vivre cette aventure pleinement. Ouais. Et avec, encore une fois, soleil, joie, c'est la vie qu'on a choisie. Exact. Oui, surtout de l'amour. Faut pas oublier ça. Beaucoup d'amour. J'espère que nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Oui.
On vous souhaite une excellente semaine. Le soleil va revenir pour tout le monde. On en profite tous. On vous encourage vraiment de persévérer aussi sur votre chemin d'autonomie. Exact. À quel niveau qu'il soit, c'est égal. C'est important de commencer faire à des quelque petits pas, part. de commencer à quelque part et de prendre plaisir à ce qu'on fait. Exact. À tout bientôt. Toute bonne semaine. À tout Au bientôt. revoir. Au revoir.